Alors, Olivier Guèze, nous allons bien évidemment parler de ce livre, La chute du mur, qui est un livre que vous avez publié en 2009, si je ne me trompe pas. Et ce sera évidemment le prétexte et la porte ouverte sur la question de l'Europe que nous allons aborder plus longuement. Vous présentez, Olivier Guèze, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes né à Strasbourg, donc pas très très loin non plus, en tout cas pas loin de Nancy. Vous avez fait des études à Sciences Po Strasbourg, à la London School of Economics, au Collège d'Europe de Bruges également, donc des pays dans lesquels vous avez vécu, et parmi ceux-là également Berlin et quelques autres qui m'échappent à l'heure actuelle, mais il y en a beaucoup. En tout cas, la question de l'Europe vous intéresse non seulement dans les idées, mais géographiquement, vous l'avez traversée en long, en large et en travers. Donc je disais journaliste indépendant, vous avez écrit notamment pour le New York Times, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, le Figaro Magazine, l'Express, Le Point, Der Freitag, pour ne citer que ceux-là, il y en a d'autres. Vous avez fait de nombreux reportages et vous êtes l'auteur de plusieurs essais. La Grande Alliance, L'Impossible Retour, publié en 2007, La Chute du mur, donc, que je viens d'évoquer, dont nous allons parler, American Spleen, Éloge de l'esquive, et plus récemment, vous avez dirigé un ouvrage qui vient d'être publié sur les dictateurs, qui est paru assez récemment, je crois, aux éditions Perrin. Oui, il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Et puis vous êtes évidemment l'auteur de 2 romans. Le premier roman s'intitule Les Révolutions de Jacques Coskas, que vous avez publié aux éditions Belfond, et plus récemment, en 2017, La disparition de Joseph Mengele, qui vous a valu le prix Renaudot, un livre tout à fait remarquable, dont nous parlerons, je pense, aussi aujourd'hui, puisqu'il y a aussi des liens à faire avec la question européenne. Vous avez un tropisme, on va dire, européen, c'est-à-dire que l'Europe vous préoccupe soit de façon directe, soit de façon détournée, toujours aussi bien dans votre écriture, dans vos reportages, et puis j'ai envie de dire peut-être, et peut-être que je m'avance, mais même à titre personnel, vous avez dit un jour, l'Europe, c'est ma maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est lié à vos origines strasbourgeoises ou est-ce que ça va au-delà de ça? Déjà, bonsoir à tous. En fait, j'ai pas un tropisme européen. Je suis simplement européen. La question s'est jamais vraiment posée. Je ne me considère même pas comme pro-européen, parce que généralement, quand on se déclare pro-européen, ça veut dire qu'on aurait tendance à soutenir la construction européenne telle qu'elle s'est faite depuis les années 50. Je ne suis pas nécessairement contre cette construction européenne, là n'est pas la question, mais je suis simplement européen. Donc il y a plein de facteurs qui expliquent cette identité. Je ne parle même pas d'engagement, je parle vraiment d'identité. Évidemment, ma naissance et ma jeunesse à Strasbourg, mais aussi les origines de ma famille qui sont très diverses. Du côté de ma mère, c'est plutôt l'Europe centrale, c'est la Rhénanie, Thionville, c'est pas très loin d'ici. Des germanophones de Prague, et de l'autre un père qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, mais avec des origines espagnoles et italiennes. Donc, par toutes ces influences, il y a véritablement un sentiment européen, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, Strasbourg, c'est une ville qui vit déjà avec 2 ou 3 identités, la française, l'allemande et l'alsacienne, qui est un mélange des deux, mais pas seulement. Il y a le fait d'avoir grandi dans la décennie qui a probablement été la plus européenne de toutes au XXe siècle, à savoir les années 80. Moi, je me souviens, gamin, chaque année, finalement, c'était l'occasion de célébrer soit une très grande avancée de la communauté européenne, soit même, mais des souvenirs très personnels. Mes grands-parents maternels, où j'ai passé beaucoup de temps, habitaient en face du Conseil de l'Europe. Mais quand j'étais tout gamin, à la fin des années 70, il y avait une piscine. Et ça a été un drame absolu lorsque cette piscine a disparu pour l'érection du bâtiment du Conseil de l'Europe. Et je les ai vus comme ça germer au fur et à mesure, les institutions. Et il y avait le passage en Allemagne régulier, il y avait les vacances en Italie. Donc moi, j'ai toujours considéré vraiment comme l'Europe comme ma patrie, ce qui n'empêche absolument pas de se sentir français, d'être ému par un paysage de la Loire, mais comme se sentir chez soi en Sicile, à Stockholm ou à Prague. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'inné, en fait, et qui est un peu la base de tout ce que j'ai pu faire depuis une vingtaine d'années.
Alors, on va revenir à cette question plus largement européenne, mais notre échange ne sera pas chronologique, on va dire. On ne va pas partir de la Seconde Guerre mondiale pour arriver à aujourd'hui. On va d'abord s'attarder un peu sur la chute du mur, donc ce livre que vous avez coécrit avec Jean-Marc Gonin en 2009, qui est un moment clé de l'histoire de l'Europe à plein d'égards, et peut-être nous expliquerez-vous pour quelles raisons. C'est un roman. C'est un roman parce qu'il en a tous les leviers, la construction, la mécanique, mais évidemment, tous les faits sont réels. Il s'agit d'une enquête que vous avez faite. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez pris le parti, bien évidemment, de raconter octobre et novembre 89 à travers les grandes figures historiques qui l'ont illustré, mais surtout à travers les gens, c'est-à-dire les acteurs anonymes d'une certaine façon, mais qui en réalité ont eu un rôle extrêmement important. Pourquoi ce parti pris ? Alors déjà, la genèse de ce livre, je pense, est assez intéressante. Donc, moi, j'ai vécu 5 ans à Berlin, entre 2005 et 2010, et lorsque j'arrive en 2005 à Berlin, je suis frappé par la permanence encore, ou la résilience de la RDA, quelque part. J'habitais à l'Est, comme tous les Français à l'époque, à Prenzlauer Berg, pour ceux qui connaissent Berlin, qui a beaucoup changé depuis, mais qui était encore assez authentique. Et le Prenzlauer Berg, comme on l'appelait, était vraiment le quartier d'une certaine forme de dissidence. Il ne faut pas non plus exagérer la dissidence en Allemagne de l'Est dans les années 80. Mais en tout cas, les dissidents, en tout cas ceux qui n'étaient pas pour, vivaient à Prenzlauer Berg. Et donc, quand je suis arrivé à l'automne 2005, je regardais les bâtiments, je regardais les immeubles, je regardais même l'odeur. Il y avait encore cette odeur qui était caractéristique de l'Europe de l'Est, et en particulier à Berlin, cette odeur de lignite, cette odeur de charbon. Et donc, moi, je suis arrivé à l'automne. Donc, en fait, mes premières impressions, c'est cette atmosphère-là. Et je me dis, ça a été un événement hyper marquant pour ma génération. Moi, j'ai 15 ans au moment de la chute du mur, à l'automne 89, et j'ai jamais oublié ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, il faudrait retracer l'histoire de cette chute du mur. Et ce qui est fascinant dans cette histoire de la chute du mur, pour ceux qui l'ont vécu, même gamins comme moi, c'était l'effet de surprise, quelque part. Ça s'est passé à une vitesse absolument sidérante. Et donc l'idée était de raconter comment on avait pu passer de la visite de Mikhail Gorbatchev le 6 octobre 89, donc pour les 40 ans de la RDA, à la chute du mur 1 mois et 3 jours plus tard. Et personne ne l'avait prévu, aucune chancellerie ne l'avait prévu. Donc on a voulu, je l'ai proposé à Jean-Marc Gonin, qui avait été correspondant en Allemagne dans les années 80 pour Libération, et je lui ai dit, il faut qu'on raconte ça. Mais je lui ai dit 2 choses aussi. Je lui ai dit, la première chose, il y a une tension, exactement comme Paris brûle-t-il. Vous vous souvenez probablement de Paris brûle-t-il, donc l'histoire de la libération de Paris. Et cette histoire, elle est écrite avec des focales tout à fait différentes. C'est une espèce de mosaïque où vous avez des résistants, vous avez des soldats allemands, vous avez des dirigeants de la Wehrmacht, vous avez de simples Parisiens qui, à un moment, se retrouvent pris dans cette mécanique de l'histoire. Et quelque part, la chute du mur s'est passée de cette façon. Vous avez une multitude d'acteurs qui, au 6 octobre 89, ne se connaissent pas, ils n'ont même pas idée du rôle qui va être le leur dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et il y a une tension dramatique, exactement comme dans la chute, comme dans Paris brûle-t-il, à savoir que dans Paris brûle-t-il, la question est-ce que les Allemands vont bombarder, détruire les ponts, les immeubles, les magnifiques monuments de Paris au moment de la libération? Et là, c'est exactement la même question. Est-ce qu'à partir du moment où ce peuple est-allemand se met en branle, commence à descendre dans la rue chaque semaine, de plus en plus nombreux dans les rues de Leipzig, est-ce que les Soviétiques vont réagir comme les Chinois à Tiananmen en juin de la même année, ou est-ce que les Soviétiques vont être capables de lâcher leur plus beau joyau en Europe, à la fois symbolique, militaire et politique, à savoir Berlin-Est? Donc ça, c'était l'idée de départ. Et donc, bien évidemment, on a rencontré toutes sortes de personnages impliqués dans cette histoire. Quelqu'un comme Gunther Schabowski, dont j'imagine on parlera plus tard, qui est l'homme qui fait cette méprise historique, comme si son inconscient avait parlé, et lorsqu'on lui demande à partir de quand les gens pourront circuler, et qui ne sait pas, en fait, qui consulte ses notes, qui lit peut-être la mauvaise ligne, et qui dit ab sofort, tout de suite, comme
des gens très jeunes à l'époque, soit des militants, soit simplement des Berlinois de l'Est ou des gens de Leipzig, qui à un moment se trouvent pris dans cette mécanique. Et il y avait quelque chose d'extrêmement touchant. J'ai commencé à travailler sur ce livre en 2007-2008, donc on n'est même pas 20 ans après les événements. Et ces gens très jeunes à l'époque sont encore jeunes. Ils ont 36, 37 ans. Et il y avait quelque chose d'absolument fascinant. Moi, je me souviens, donc j'habitais à Prenzlauer Berg, il y avait un café, pour ceux qui connaissent le Berlin de l'époque, qui s'appelait le 103, le 103. Et la serveuse, qui était très sympathique, fait partie des personnages. On avait commencé à parler, elle avait commencé à me raconter son histoire. Elle avait 17 ans à l'époque de la chute du mur. Et elle a commencé à me raconter cette histoire-là. Et dans le Prenzlauer Berg de l'époque, qui n'avait pas autant changé qu'aujourd'hui, qui ne s'était pas gentrifié le temps finalement évidemment ne s'était pas écoulé de la même façon qu'aujourd'hui, il y avait encore plein de gens qui s'étaient retrouvés au cœur de cette histoire. Et donc on les a retrouvés, et l'idée était de bâtir un récit choral, une mosaïque qui raconterait ces 33 jours qui vont faire basculer Berlin, l'Allemagne, l'Europe et le monde dans une nouvelle ère. Donc effectivement, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a même un pasteur qui joue un rôle aussi assez important. Et c'est la manière dont ils vont vivre ce mois-là est alternée avec ce qui se passe évidemment en haut lieu au niveau gouvernemental. Alors la manière dont vous l'avez construit, je disais tout à l'heure, c'est un roman parce que ça se lit comme un roman, il y a une espèce de tension dramatique et en même temps une ambiance assez surréaliste. Vous venez d'évoquer Chaborsky avec cette espèce d'exclamation totalement extraordinaire. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que, par exemple, un des personnages, d'une certaine façon principaux, mais qu'on voit juste à un instant, c'est un garde-frontière. C'est lui qui va finalement être l'acteur incroyable aussi de cette chute du mur. C'est-à-dire quelqu'un qui, tout d'un coup, faute d'instruction, va ouvrir une porte. Ben oui, pour raconter cette histoire, il fallait qu'on ait une espèce de panachage, bien évidemment, de tous les personnages impliqués de près ou de loin dans cette histoire. Et la nuit, puisque vous parlez de ce garde frontière, après cette phrase historique de Chabovski, qui n'était pas prévue, donc tout le monde est pris par surprise. Les gens s'approchent du mur, mais ils ne savent pas ce qui va se passer. Le garde frontière n'a aucune consigne. Pour lui, il garde le mur et des dizaines d'Allemands de l'Est avaient perdu la vie parce qu'ils avaient voulu franchir le mur. Donc il y a une espèce de cacophonie au plus haut niveau du pouvoir. Et donc entre le secrétaire général du Parti communiste est-allemand et le plancton littéralement à la frontière est-ouest, personne ne sait quoi faire. Et finalement, ce sont des gens comme ce garde-frontière qui, ne sachant pas que faire, et parce que justement il y a ces 4-5 semaines qui montrent au fond que la RDA, en tout cas cette RDA-là, n'avait plus de justification d'une certaine manière, que ce régime était totalement dépassé, que l'économie était en train de s'effondrer, que toute cette partie de l'Europe, en fait, était en train de s'effondrer, quasiment comme un château de cartes. Eh bien, ce sont ces personnages-là qui, à un moment, prennent une responsabilité historique et qui ouvrent la barrière. Est-ce que ça nous dit pas d'une certaine façon que, loin d'être l'effet du hasard, et on a dit tout à l'heure, il a lancé cette phrase presque par erreur, etc., mais finalement, est-ce que c'est vraiment une erreur? Est-ce que ça n'est pas l'histoire qui rattrape ces acteurs? C'est-à-dire que, finalement, on dit qu'on ne s'attendait pas à la chute du mur, mais finalement, est-ce que ce n'était pas plutôt chronique d'une chute annoncée? C'est-à-dire que tout tendait à ce qu'à ce moment-là, ça arrive. Quand on met bout à bout, quand on lit votre livre et qu'on voit minute par minute comment les choses se sont passées, on a quand même le sentiment que tout le mécanisme s'est enclenché, les planètes se sont alignées pour que ça arrive. C'est qu'il y avait quand même un terrain propice à ça. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le voir comme ça, parce qu'effectivement, si on met tout bout à bout, ça donne l'impression que tout ça était sur le point de s'effondrer. Finalement, c'est une question de jours, de semaines ou de mois. Mais à l'époque, quand j'étais trop jeune à l'époque pour pouvoir tout analyser, mais puisque j'ai beaucoup travaillé là-dessus il y a 10 ans maintenant, non, c'était pas du tout écrit. Alors, d'un côté,
les régimes communistes d'Europe centrale et orientale ont toujours été contestés, puisque ces 45 ans d'occupation soviétique sont émaillés de grandes révoltes populaires. Berlin-Est en 1953, Varsovie en 1956, Prague évidemment en 1968, et de révoltes un peu moins fortes, un peu moins, on va dire, exceptionnelles, mais déjà la Pologne s'attire de partout dès les années 50, dans les années 60, dans les années 70. Donc ces régimes n'ont jamais été avalisés par la population. Ça, c'est une première chose. Et d'ailleurs, les gouvernements le savaient. C'est pour ça qu'ils surveillaient tellement leur population. Donc en Allemagne de l'Est, on a même construit ce mur, puisque les Allemands de l'Est partaient simplement dans les années 50. C'était une hémorragie totale. Donc c'est pour ça qu'on fait un mur à Berlin-Est, à Berlin en 1961. Donc effectivement, ce bloc-là n'a jamais été accepté. Ensuite, il y a des difficultés économiques gigantesques à partir du début des années 80. C'est-à-dire qu'en fait, ce tournant libéral pris en Occident, la révolution des médias aussi, parce que ça, on parlera peut-être de la télévision ouest-allemande, le rôle gigantesque que ça a joué dans cette histoire-là, à l'automne 89. Pardon. C'est-à-dire l'ouverture des économies fait que ces régimes qui fonctionnaient globalement en autarcie, si on prend le bloc de l'Est comme un système autarcique, est totalement dépassé. Pardon. Et ces économies sont... en fait, ne sont plus du tout compétitives. Donc ça, on peut l'ajouter. Et puis troisièmement, évidemment, tout ce bloc-là et tous ces pays, et la RDA en particulier, tout dépend de l'Union soviétique. Et l'Union soviétique, à partir du moment où elle entre en Afghanistan, elle va mettre des clous à son cercueil. Elle ne le sait pas encore, bien évidemment, mais c'est ce qui va provoquer, en tout cas accélérer la chute, plus des problèmes économiques, et puis l'arrivée de cet homme jeune et inconnu qu'est Gorbatchev, qui lui regarde les données et comprend que soit il arrive à changer le système, soit tout va s'effondrer. Donc aujourd'hui, on peut dire effectivement tout conduisait à l'écroulement. Sauf qu'à l'époque, personne ne l'a prévu. Deux, les données statistiques du bloc de l'Est étaient généralement, globalement trafiqués, un petit peu comme les athlètes du bloc de l'Est, qui étaient eux aussi trafiqués. Et trois, encore une fois, il y a la géopolitique soviétique. C'est-à-dire que, évidemment, la construction de ce bloc de l'Est, c'est une conséquence de la Seconde Guerre mondiale, de la victoire de l'armée rouge. Et Berlin, encore une fois, c'est le symbole absolu de la victoire du communisme soviétique sur l'Allemagne nazie. Et quelque part, c'est le grand rêve des Russes, ça n'a rien à voir avec les Soviétiques, c'est d'aller toujours plus loin vers l'Europe de l'Ouest. Et donc, est-ce que l'Union soviétique est prête à lâcher ? C'était pas du tout écrit. Deuxièmement, Gorbatchev, à l'époque, est déjà très contesté. Il y aura ce putsch 1 an et demi plus tard. Il y a la vieille garde du KGB, il n'en est pas question. Il y a l'armée rouge. Donc, tout ça fait que c'était pas du tout écrit, que le mur finalement s'effondre quasiment d'un claquement de doigts après cette phrase assez anodine de cet homme qui n'a pas une responsabilité historique avant, qui est Gunther Schabowski, qui était un dirigeant politique assez tiède. Hein. C'était pas le plus n'était pas en première ligne pour chasser Honecker au milieu du mois d'octobre. Il regardait un petit peu, mais il n'était pas non plus hostile aux réformes. Et moi, je suis persuadé, au fond, que c'est son inconscient qui a parlé ce soir-là. C'est-à-dire qu'au fond, il savait que c'était cuit. Il ne pouvait pas se permettre un bain de sang. Il ne pouvait pas se permettre... Simplement, la RDA n'avait plus que... En termes de trésorerie, on en était là, n'avait plus que quelques jours, quelques semaines à vivre. On arrivait à la banqueroute totale. Et les Allemands de l'Ouest, qui étaient évidemment très bien renseignés, n'ont pas voulu accorder de prêt, puisque c'est quand même les Allemands de l'Ouest qui ont financé pendant très longtemps la RDA, en tout cas en partie, bien évidemment. Et les Soviétiques sont à peu près dans la même situation que les Allemands de l'Est. Et Gorbatchev n'a pas les moyens de soutenir. Donc au fond, il le sait, au Politburo, au Parti communiste est-allemand, on le sait. Et donc je pense qu'à un moment, il se dit... Enfin, il ne se dit pas, mais c'est spontané, c'est un lapsus, voilà, c'est fini. Ce système-là est terminé. Alors, la chute du mur a lieu en novembre 89, mais tout commence quand même ailleurs. Ça commence à Leipzig, finalement. C'est ça la grande manifestation, c'est ça le déclencheur.
Je crois que le déclencheur, ce sont les Allemands de l'Est qui, pendant l'été 89, partent, profitent de leurs vacances en Hongrie pour rejoindre l'Ouest. Je pense que ça, c'est le grand déclencheur. C'est le signe, déjà, parce que l'Allemagne de l'Est n'est pas isolée. L'année 89 et commence avec la Pologne, avec la Hongrie, qui sont en avance par rapport à l'Allemagne de l'Est ou à la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie. Eux commencent des réformes. Et les Allemands de l'Est comprennent en fait qu'ils peuvent sortir, justement. Quelque part, ils peuvent contourner le mur en passant par le sud, en passant par la Hongrie. La frontière entre la Hongrie et l'Autriche n'a pas été démantelée, mais en tout cas, elle a été ouverte au printemps 89 déjà. Donc là, c'est le signe en fait que la RDA commence déjà à pourrir de l'intérieur. Après, effectivement, la deuxième grande manifestation de cette fin de régime qui avance, qui s'annonce, ce sont les rassemblements de Leipzig. Et Leipzig, c'est une ville très intéressante. Moi, je ne la connaissais pas avant de préparer ce livre. Leipzig ne correspond absolument pas à l'imaginaire qu'on avait des grandes villes d'Europe de l'Est dans les années 80. Parce que Leipzig a toujours été une ville très ouverte. Ça a toujours été une grande ville de foire. Donc une ville commerçante, donc par conséquent tout à fait ouverte. Ça a été une grande ville intellectuelle. Il y avait de grands éditeurs. Par exemple, le fameux éditeur Rowohlt avait son siège à Leipzig jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait cette tradition d'ouverture, sans parler de Jean-Sébastien Bach, donc toute une culture d'ouverture au commerce. Et ce qui était très important, c'est que Leipzig, à la différence de Dresde, et je pense qu'on voit encore la différence aujourd'hui entre Leipzig et Dresde, Leipzig, les gens pouvaient recevoir la télévision ouest-allemande. Et à Berlin-Est aussi, vous me diriez, sauf que Berlin-Est était beaucoup plus cadenassé parce que c'était évidemment la capitale. Donc Leipzig, il y a cette tradition d'ouverture, il y a cette présence quelque part permanente de l'Ouest via la télévision, et vous avez l'Église qui joue un rôle très important, qui accueillait déjà depuis plusieurs années toutes sortes de mouvements. Ce n'étaient pas vraiment des dissidents, mais c'était des gens qui n'avaient pas trouvé leur place dans la RDA. C'est intéressant ce qui se passe à partir de la fin des années 70, début des années 80. Vous avez toutes sortes de micro-dissidences. Vous avez un petit milieu homosexuel, vous avez un petit milieu environnemental, vous avez un petit milieu punk, un petit milieu skinhead aussi. Donc tous ces gens savent en fait que le seul lieu où ils peuvent se réunir, il y a des prières d'ailleurs tous les lundis, c'est pour ça que les manifestations auront lieu le lundi soir à Leipzig, dans une église, et c'est comme ça en fait que ce mouvement s'amorce. Et la grande question, c'est l'une des tensions au début du livre, c'est comment va réagir la police, comment vont réagir les autorités. Donc au début, ils ne sont pas très nombreux. Ceux qui manifestent ce début d'octobre 89 sont très courageux. Et comme finalement le pouvoir est dépassé, on ne sait pas quoi faire, il y a des tensions, et bien évidemment, au fur et à mesure, les manifestants vont augmenter jusqu'à se transformer en une espèce de marée humaine à début novembre 89. Vous parliez du rôle des médias. Est-ce que d'une certaine façon, on peut dire aussi que les médias ont eu un rôle de fil rouge entre les gens, c'est-à-dire à une époque où évidemment il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas la facilité de communication qu'il y a aujourd'hui, le fait qu'il y ait, qu'on soit tourné vers une chaîne de télévision ou une radio et qu'on ait une sorte de diapason en fait entre les gens, est-ce que ça a vraiment contribué aussi à se sentir un petit peu porté, une sorte de frémissement qui aurait contribué au soulèvement des gens? Je pense qu'il y a deux médias qui ont vraiment joué un rôle fondamental. Il y a Radio Free Europe, qui a eu un rôle très très important dans tout le bloc de l'Est pendant des décennies et des décennies, mais ce n'était pas seulement des contre-informations, c'était finalement toute la pop culture occidentale, notamment américaine, l'importance du rock, qui s'est propagée justement à travers cette radio financée par les Américains. Et puis évidemment, il y avait la télévision ouest-allemande. C'était le miroir inversé de la RDA, ce que racontait la télévision ouest-allemande. Les années 80, c'est une période bénite pour l'économie ouest-allemande. Donc il y a cette espèce de profusion de richesses, alors qu'en RDA, les immeubles tombent en ruine. Enfin, il y a une vraie dégradation de la situation, on en a déjà parlé.
Et donc ça a attisé encore quelque part. Peut-être que ça a donné du courage à certains, même si tous ne voulaient pas du tout rejoindre l'Allemagne de l'Ouest, auraient rêvé, mais ça c'est le propre à peu près de toutes les révolutions, de trouver une troisième voie. Mais ça a joué, bien évidemment. Cette idée d'une société d'abondance contre une société, un modèle qui s'écroule globalement pour aller très vite, et aussi les mensonges. Parce que finalement, tous ces régimes dictatoriaux en Europe de l'Est étaient basés sur le mensonge. Il y avait des progressions du PIB qui étaient incroyables, sauf que les gens allaient dans les magasins, il n'y avait plus rien. Il fallait, je ne sais pas, attendre combien d'années pour avoir une voiture. Pour déménager, c'était la croix et la bannière. Et puis il y avait toujours les profiteurs du système, ceux qui étaient proches du parti. Et il y a un endroit, en fait, un lieu très très particulier qui existe toujours à côté de Berlin, qui s'appelle la Waldsiedlung. Et la Waldsiedlung, donc au milieu d'une forêt, comme son nom l'indique, était un village qui était entièrement réservé aux dirigeants est-allemands. Ils avaient tous leurs petits chalets, c'est comme une espèce de club un club de vacances. Et donc ils vivaient tous les uns à côté des autres. Et donc ils s'espionnaient, ils pouvaient voir qui montait en grade, qui avait la plus jolie maison, Et ces gens-là avaient accès aux biens de consommation de l'Ouest. Alors, ils ne sont pas du tout enrichis. Hein. Quand on va là-bas, on se rend compte qu'il ne s'agit pas du tout de tyrans à l'africaine, comme il pouvait y en avoir dans les années 70-80. Mais ces gens étaient des privilégiés. Et donc, entre l'effet de la télévision qui montre une Allemagne qui a réussi, une Allemagne ouverte, une Allemagne plutôt épanouie d'une certaine manière, et les mensonges qui étaient démentis par la réalité et qui étaient quelque part amplifiés par cet effet miroir de la télévision, tout cela a fait que oui, les médias ont joué un rôle très 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 important. Alors, qui dit chute du mur dit réunification, et quand on parle de réunification, on pourrait être enclin à penser que c'est quelque chose de positif pour l'Europe, c'est-à-dire voilà, une espèce de consolidation du rêve européen, pour employer une expression galvaudée. Mais est-ce que finalement, cette chute du mur, qui a été un moment clé dans l'histoire de l'Europe, a été un moment clé positif pour l'Europe, à votre avis? De toute façon, elle était inéluctable. C'était artificiel, ce mur, de la même manière que la division de l'Allemagne était artificielle. Donc ça a perduré pendant quelques décennies, pendant l'après-guerre d'une certaine manière, mais de toute façon, ce mur et ce régime devaient tomber. Donc je pense que finalement c'est assez inutile de se demander si c'était bien ou pas. De toute façon, ça devait avoir lieu. C'était, encore une fois, totalement inéluctable. Après, la réunification s'est faite de telle manière que les Allemands de l'Est ont eu le sentiment et ont globalement été traités comme les vaincus de l'histoire, et que les Allemands de l'Ouest se sont comportés et ont considéré qu'ils avaient été les vainqueurs de cette histoire-là. J'ai récemment vu un documentaire justement sur l'année qui suit la chute du mur, et donc ces fameuses négociations 2+4 entre l'Union soviétique, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, et les deux États allemands. Donc il y a encore un ministre des Affaires étrangères est-allemand au début de l'année 90. Mais il n'a jamais son mot à dire. Quelque part, il est le valet de Genscher, le ministre des Affaires étrangères allemande, ouest-allemande de l'époque. Et c'est évidemment l'Allemagne de l'Ouest qui mène le jeu. Quelque part, enfin, il ne pouvait pas y avoir d'équilibre entre ces deux États, un incroyablement prospère et l'autre en faillite totale. Par ailleurs, Kohl... il faut aussi se souvenir que pendant longtemps, l'un des objectifs de la CDU a été la réunification allemande. Alors ça a été mis un petit peu passé sous silence dans les années 70 après l'Ostpolitik de Willy Brandt et donc cette ouverture à l'Est. Mais pendant 20-30 ans, l'objectif de la CDU, c'est la réunification. Et donc Kohl, qui vient de ce monde-là, qui en est le chef, il voit une ouverture historique. On se moquait beaucoup de Kohl dans les années 80. Après, on a oublié combien on s'était moqué. C'était die Birne, la poire. Et là, tout d'un coup, cet homme qui a été moqué voit une occasion historique qui ne se représentera jamais plus à un homme politique, à savoir l'homme qui va réussir la réunification allemande. Donc là, il fonce. Il a un boulevard devant lui. Il a un boulevard devant lui parce que l'Union soviétique est faible,
très très faible et qu'en gros, il va quasiment acheter à l'Union soviétique la RDA, que les Américains, l'Amérique de George Bush perd, n'y voit aucun inconvénient, et que les craintes françaises, quelque part, ils vont trouver un deal avec la création de l'euro, de l'union monétaire. Quant aux Britanniques, qui étaient les plus anxieux, il faut savoir, par exemple, je vois une parenthèse, que Margaret Thatcher, elle avait une crainte incroyable de la réunification allemande. Et donc, pendant toute l'année 90, elle organise des réunions, elle invite au 10 Downing Street toute une série, les meilleurs historiens de l'Allemagne, pour savoir est-ce qu'on peut faire une réunification et qu'est-ce qui va se passer. Je veux dire, la guerre n'a que 40 ans et des poussières. Donc, il y a le souvenir des bombardements sur Londres, et elle est terrorisée, absolument terrorisée. Donc, c'est elle qui est vraiment contre. Elle, l'euro, évidemment, ne l'intéresse pas. Donc Mitterrand, quelque part, va trouver cet accord avec Kohl. Je ne me souviens plus quelle était votre question sur la réunification. Oui, si c'était une chose positive ou pas. Je pense que oui, elle a eu lieu. Après, j'imagine, on va parler, est-ce que cette réunification, je ne parle même pas seulement de la réunification allemande, la réunification européenne, voilà. Pourquoi est-ce qu'au fond, elle n'a pas vraiment eu lieu à mes yeux ? Je le poserai même différemment. C'est que j'ai le sentiment qu'on a eu deux opportunités, enfin, si on peut les appeler comme ça, de faire une Europe digne de ce nom, si je puis dire. Ça a été après la Seconde Guerre mondiale et après la chute du mur, c'est-à-dire une sorte de séance de rattrapage après la chute du mur de ce qu'on n'avait peut-être pas réussi à faire après la Seconde Guerre mondiale. Or, le sentiment que j'ai, c'est qu'on s'est encore un petit peu planté après la chute du mur. En tout cas, on n'a pas saisi l'opportunité pour une Europe qui aille au-delà des traités, au-delà comment dirais-je, de quelque chose d'assez technocratique finalement, mais qui ne s'est pas propagé à une idée plus noble même d'une unification européenne. Alors ça, c'est évidemment une question ultra vaste. Je pense qu'après la Seconde Guerre mondiale, une Europe unie n'aurait pas été possible, enfin n'a pas été possible, pour la bonne et simple raison que les États européens sont totalement ravagés et qu'il eût fallu que les tuteurs de la reconstruction européenne, à savoir les États-Unis et l'Union soviétique, s'entendent. Donc à partir du moment où finalement s'instaure un conflit entre eux, d'Europe unie, il ne peut pas y avoir. Il peut y avoir, finalement, il y a eu deux intégrations, une intégration à l'Est et une intégration à l'Ouest. Chaque superpuissance a construit son Europe, finalement, à son image. Bon, en 89, tout ça s'écroule. En tout cas, le camp de l'Est est ravagé. Et effectivement, quelque part, là, alors il y a une réunification formelle, puisque tous les pays, par ceux de l'ancienne Yougoslavie, sont dans l'Union européenne aujourd'hui. Mais à mon sens, elle est totalement formelle. Ça ouvre de gigantesques questionnements par rapport à... Mais justement, par rapport à la réalité européenne contemporaine. Mais elle est formelle parce qu'elle reste technocratique, sans s'être déployée dans d'autres domaines. Elle est formelle parce qu'elle est totalement désincarnée. Elle est désincarnée. Elle est... Prenons l'exemple de Kundera. Kundera qui écrit dans les années 80 des textes extraordinaires sur l'Occident kidnappé, ce qu'il appelle l'Occident kidnappé, à savoir des villes comme Prague, Varsovie, Budapest, qui sont bien évidemment autant européennes et occidentales que Paris, Bruxelles ou Rome. Donc cet Occident a été kidnappé par l'Union soviétique. Je pense fondamentalement qu'après la chute du mur et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une forme de dédain de l'Europe occidentale pour cet Occident kidnappé. Je pense que, et c'est très marrant, notamment dans les médias français, on continue de parler d'Europe de l'Est. Mais comme si Prague était plus à l'Est que Vienne. Alors qu'en plus, géographiquement, Vienne est plus à l'Est que Prague, par exemple. Il y a cette idée, mais c'est fascinant encore. Lorsqu'on dit je vais aller en Roumanie ou je vais aller, je ne sais pas, en Hongrie, les gens continuent d'imaginer des pays avec des usines, des villes grises, des ladas. C'est comme si, quelque part, cette partie de l'Europe n'avait jamais vraiment été européenne et avait toujours été une espèce de limesse, de zone frontière entre l'Empire russe ou soviétique, peu importe son nom finalement, c'est à peu près toujours le même, et une Europe occidentale qui aurait été ouverte, cultivée, etc. Donc je pense que cette frontière-là n'a jamais vraiment disparu, et je pense que ça marche aussi
en Allemagne, où il y a toujours un Est et un Ouest qui est très... la séparation est très marquée. Je pense aussi, par exemple, que beaucoup à l'Est ont été révoltés par la mansuétude des élites occidentales vis-à-vis du communisme. Je pense que le fait, quelque part, de n'avoir jamais vraiment reconnu, ne serait-ce que les souffrances de toutes ces populations occupées pendant 45 ans par l'armée rouge, par le KGB, avec une ingénierie sociale gigantesque. C'est ça, l'un des projets de l'Union soviétique, c'est l'ingénierie sociale. Ceux qui sont en haut, vous les faites partir, disparaître, ou vous les mettez tout en bas. Ceux qui sont tout en bas, vous les montez tout en haut. Vous transformez totalement une culture, une société. Ça a engendré des souffrances terribles, sans compter les révoltes à Prague, à Budapest, où finalement l'Occident a dit c'est terrible, mais n'a jamais bougé. Sans compter aussi les trahisons avant la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie en 1938 par exemple, le démantèlement de toute l'Europe centrale et orientale. Alors certes, les Français et les Anglais ont déclaré la guerre à l'Allemagne en septembre 1939, mais enfin, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas attaqué à revers cette Allemagne. Donc il y a un vieux sentiment de trahison, et dans les mentalités, je pense que ça joue énormément. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout là pour excuser ce qui est en train de se passer en Europe centrale, mais comme j'y vais souvent, j'ai pas mal d'interlocuteurs, c'est quelque chose que vraiment je ressens, je comprends. Par exemple, il y a eu tous ces procès, heureusement, de dénazification en Allemagne. Les Européens du centre et de l'Est ne comprennent pas pourquoi, quelque part, aller juger les responsables communistes serait finalement impensable ou mal vu, ou en tout cas on ne verrait pas vraiment le sens en Europe occidentale. Et après, on va peut-être encore développer d'autres choses, mais ça, je pense que ça figure parmi les raisons fondamentales de cette réunification ratée entre l'Est et l'Ouest. Alors ça, c'est pour l'Est et l'Ouest. Au-delà de ça, on a quand même aujourd'hui, et c'est un des problèmes récurrents dont on entend parler sur l'Europe, le problème d'identité. Bon, sachant qu'en plus maintenant c'est devenu un gros mot de parler d'identité, mais on n'a pas d'identité européenne. C'est-à-dire que non seulement il y a une séparation entre l'Est et l'Ouest que vous venez d'évoquer, mais sans aller aussi loin, à quel moment est-ce qu'on essaye de construire une identité culturelle commune, ne serait-ce qu'entre la France et l'Italie, ou la France et l'Allemagne, ou la France et la Grande-Bretagne quand il était encore temps de le faire. Donc on a aussi ce problème-là qui est culturel, qui n'est pas seulement lié à ce schisme entre Est et Ouest. Je pense qu'il y a deux niveaux dans cette question culturelle. Il y a toujours ce schisme Est-Ouest. Les pays d'Europe centrale et orientale, après la chute du mur, eux, sont dans une quête identitaire gigantesque. Évidemment, puisqu'ils ont été occupés pendant 45 ans par les Soviétiques, ils ont généralement été occupés et rasés par l'Allemagne nazie pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire plus. Et ils ont une identité très fragile, en tout cas ils ont un espèce de complexe, parce que ces pays n'existaient pas jusqu'en 1918, en tout cas n'existaient plus. Donc il y a une revendication identitaire chez ces pays, chez ces populations qui est extrêmement forte. Nous, à la même époque, les années 90, les années 2000, on est dans, on va dire, pour faire une espèce de raccourci, la fin de l'histoire. On est dans le post-national, dans le post-identitaire, dans la globalisation. Et effectivement, comme vous dites, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, alors que ça devrait être finalement un terme neutre dont on pourrait parler tranquillement, le mot identité est un gros mot. Et donc vous avez ce gigantesque schisme qui se met en place entre l'Est et l'Ouest. Un Est qui a besoin, quelque part, d'affirmer une identité, d'affirmer ses racines, de retrouver un folklore, parce que tout ça a été soit mis sous silence, soit littéralement éradiqué pendant des décennies. Et de l'autre, une partie de l'Europe qui fait semblant que tout ça s'est passé. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, par rapport à une identité plus générale, l'identité européenne, évidemment qu'elle existe, sauf que personne soit ne veut, soit n'ose, soit souhaite le définir. Je veux dire, un Martien qui débarque en Europe aujourd'hui, qui se balade ne serait-ce que 5 jours en Europe, comprend évidemment quelle est cette identité. Mais cette identité, elle doit être positive, elle n'est pas négative. En 2005, on a été incapable de définir cette identité. Je ne vois pas pourquoi la tradition judéo-chrétienne, finalement, ne serait pas... Je veux dire, c'est la base de notre civilisation européenne, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est fermée à tous les autres.
la laïcité à la française est une conséquence de cette tradition judéo-chrétienne. Et cette laïcité, elle est aussi ouverte à tout le monde à partir du moment où tout le monde veut bien jouer le jeu. Donc cette identité-là, elle existe. Mais on n'ose pas ou on ne veut pas. Autre exemple, je donne toujours, c'est quelque chose qui me fascine, qui me rend fou presque, ce sont nos billets. Mais c'est incroyable. On a des dizaines, des centaines de génies européens positifs. On a fait des choses horribles en Europe, mais on a accouché aussi d'immenses génies dans tous les domaines. On n'a pas été foutu d'illustrer nos billets. Qu'est-ce qu'on a sur nos billets en euros? On a des faux ponts, des fausses arches, des choses qui n'existent pas. Comment voulez-vous être si on avait un pays imaginaire? Un pays imaginaire ou alors un pays qui a peur d'être lui-même. Et aujourd'hui, on est dans cette gigantesque question migratoire, mais comment voulez-vous intégrer qui que ce soit si on ne sait pas d'où on vient, ou on ne veut pas dire d'où on vient, qui nous sommes et où on veut aller? Parce que c'est ça l'Europe aujourd'hui, au fond. Je ne parle pas des traités, de cette construction économique qui a donné lieu à, enfin, qui a engendré certains excellents résultats. Je parle vraiment de l'Europe, c'est-à-dire l'objet européen. Donc cet objet européen n'a jamais été défini. Mais en fait, il n'y a personne ou presque pour la définir, puisque les chefs de gouvernement savent bien que s'ils la définissent, quelque part, ça va jouer contre leur État. On en parlait tout à l'heure dans le bureau du directeur. Finalement, si vous mettez vraiment trop en valeur l'Europe, eh ben, votre pays, ce pourquoi vous avez été élu, votre job, ben, vous donnez l'impression qu'au fond, il ne sert pas à grand-chose. Deuxièmement, il y a cette question d'une certaine façon en tout cas, prenons ensuite, après les chefs de gouvernement, il y a évidemment les institutions. Mais sauf que la Commission européenne, le budget à la culture de la Commission européenne, c'est le plus faible de la Commission actuelle, si ma mémoire est bonne. Troisièmement, l'espace public européen, qui aurait dû s'ouvrir et permettre toutes sortes d'échanges, en fait, a été renationalisé. Si vous regardez l'Europe avant 1914, il y a beaucoup plus d'échanges intellectuels, il y a beaucoup plus de gens qui sont polyglottes que l'Europe d'aujourd'hui. Et si vous voulez réussir en Europe aujourd'hui, il faut d'abord réussir chez vous. On vous l'explique. Et les systèmes, mais tous les systèmes sont faits de manière à... ils ne sont pas faits de manière, mais en tout cas, ils ne sont pas faits pour favoriser la mobilité, ce qui est quand même la base d'un espace culturel européen. Je vais donner l'exemple de ma petite personne. Ouais, j'ai vécu en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, et là, je vais probablement m'installer en Italie. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien c'est compliqué lorsqu'on n'appartient pas à une société ou à un service public ou à la diplomatie, c'est-à-dire en tant qu'individu, de bouger dans un autre pays de l'Union européenne. Pas le même système de retraite, pas le même système de sécurité sociale, aucune harmonisation fiscale. C'est un casse-tête incroyable. Donc il y a une Europe qui fonctionne à peu près, même si on peut en dire plein de choses, au niveau économique, au niveau des entreprises, mais au niveau des individus, si on essaye d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire de la culture à vraiment des choses terre à terre de l'existence, ça n'existe quasiment pas. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable en vous posant la question que je vais vous poser, mais tous les États, en tout cas de nombreux États-nations, avant de devenir des États unifiés, des États-nations, se sont construits sur du long terme. C'est-à-dire, je pense tout simplement, ne serait-ce que l'unification linguistique de la France, que ce soit l'Italie ou l'Allemagne, dont finalement l'unité est relativement récente sur l'échelle de l'histoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'Europe a besoin aussi de temps pour pouvoir justement trouver ses repères communs, se construire, parce que finalement, l'Europe, c'est une construction très récente sur l'échelle de l'histoire. Mais on ne pourra jamais construire l'Europe comme on a construit des États-nations au fil des siècles. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'objectif de la chose. Il n'y aura jamais de langue unique, ou alors ce serait un drame. Comme ça, c'était un exemple. Mais oui, mais l'État-nation, c'est vraiment l'idée de la langue unique. C'est finalement celle qui va unir les gens au fur et à mesure. Les dialectes ne vont pas disparaître, mais en tout cas vont devenir des deuxièmes langues, avec une langue qui unit tous les citoyens d'un même pays. Donc ça n'arrivera jamais, et c'est tant mieux d'ailleurs. Cette diversité, elle est extraordinaire, il faut la conserver. Mais je dirais, moi, c'est plutôt la question du sentiment d'appartenance. Et on l'a vu avec la Grèce, en fait, il y a 10 ans, quand a commencé la crise grecque. Il ne s'agit pas de former des Européens et d'éradiquer le français, l'allemand, l'italien, vous l'aurez compris, mais le sentiment d'appartenance. Il ne peut pas y avoir de solidarité si vous n'avez pas un sentiment de familiarité.
quand tout va très bien, et ça a été le cas de l'Europe jusqu'à la fin des années 2000, jusqu'à la crise financière, finalement, les gens circulaient, on a parlé de cette Europe EasyJet quelque part. C'était sympathique. Mais à partir du moment où un des membres de la famille a eu des vraies difficultés, à la fois par ses propres erreurs et à la fois parce qu'il avait été trahi d'une certaine manière, il n'y avait plus personne. Mais tout simplement parce qu'un Allemand ou un Français ne se sentait absolument pas concerné par les Grecs. Donc sans sens d'appartenance, sans cette familiarité qui ne peut être que culturelle, mais implicite d'une certaine manière, il n'y aura jamais de solidarité européenne. Et d'ailleurs, depuis, cette affaire s'effiloche complètement. Donc, il s'agirait plutôt, à mes yeux, de créer justement une espèce de terreau de substrat qui c'est européen, mais qui ne remplacerait pas, évidemment, qui n'éradiquerait pas les États-nations, les identités régionales. Non, c'était pas mon idée, mais c'était plus dans l'idée de construction et du temps qu'il faut pour, à un moment donné, avoir ne serait-ce qu'une harmonisation dans un certain état d'esprit. Hein. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul et que la nature a horreur du vide. Et donc oui, dans l'absolu, ce processus on va dire de rapprochement européen, logiquement, prendrait des décennies, voire des centaines d'années. Sauf que, parce qu'il n'y a pas de récit commun, il y a d'autres récits, et il y a toutes sortes de puissances aux alentours qui, eux, se frottent les mains de notre faiblesse parce qu'on n'a pas créé ce sentiment de communauté, vraiment l'idée de la communauté. Cette absence de récit commun, est-ce que, par quel bout on le prend pour justement essayer d'y pallier? Est-ce que ça passe par l'éducation? Parce que qui dit culture dit éducation. Est-ce que le problème, il est à la base, au socle de notre identité, c'est-à-dire notre éducation? Quand on fait ne serait-ce qu'un cours d'histoire, moi, j'ai pas le souvenir qu'on m'ait dit que j'étais européenne en cours d'histoire, par exemple. Non, mais vous ne pouvez pas avoir le souvenir puisque ça n'existe pas. Donc, alors vraiment dans des écoles très particulières. C'est là. Moi, je ne sais pas comment. On peut essayer de réfléchir, mais comment on construirait ce récit européen. Mais le problème, ce qui est fascinant, et là on revient à Mengele en fait, ou plutôt on ouvre la porte à Mengele, c'est que pour moi Mengele, c'est l'incarnation de la faillite absolue de l'Europe dans la première partie du XXe siècle. Pourquoi? Parce que Mengele, ce qu'on appelle un fils de bonne famille, c'est quelqu'un qui a un double doctorat, ce qui est très rare à l'époque, de médecine et d'anthropologie. C'est quelqu'un qui aime la musique classique, c'est quelqu'un qui aime la littérature classique, et dont la première femme a étudié l'histoire de l'art à Florence. Donc si l'histoire s'arrête au milieu des années 30, vous avez la définition du bourgeois cultivé européen. Certes conservateur, mais bourgeois cultivé européen. Ce bourgeois cultivé européen va conduire 400 000 personnes à la chambre à gaz quelques années plus tard en chantant des airs d'opéra, en sifflant des airs d'opéra et procéder à des expériences hallucinantes sur des enfants. Ce destin-là, cette trajectoire-là, pour moi, incarne véritablement la folie suicidaire de l'Europe entre 14 et 45. Pendant plusieurs décennies, il a fallu reconstruire. Et donc, quelque part, on n'a pas trop parlé de toutes ces choses. Le travail de mémoire commence au moins 30 ans plus tard. Donc, tous ces gens, finalement, poursuivent leur carrière. Bon, Mengele, c'est autre chose. Il part en Amérique du Sud, mais il a conscience de ça. C'est ce qui le rend tellement aigre, en fait. Lui, il a le sentiment de l'injustice. Pourquoi moi et pas tous les autres? Puisque tout le monde était impliqué dans cette affaire. Ce travail de mémoire qui a été salutaire et qui a été indispensable a entraîné, d'une certaine manière, la déconstruction totale de l'idée de grand récit. On est entré dans ce qu'on a appelé une espèce de postmodernité, c'est-à-dire une multiplication de récits. C'est-à-dire que vous avez ouvert une porte en déconstruisant, donc, au fond, ce qui faisait, et c'est ce que regrette un homme comme Éric Zemmour aujourd'hui, c'est-à-dire un grand récit qui vanterait les mérites absolument de la patrie. C'est-à-dire la patrie n'aurait jamais rien à se reprocher. Mais ça a commencé avec la Shoah dans toute l'Europe, donc déconstruction totale de ce qui s'était passé. Ça s'est poursuivi avec la décolonisation, la colonisation. Donc il y a une déconstruction de tous les mythes. Donc c'est très compliqué de bâtir un récit à partir du moment où finalement chaque fois que vous grattez, vous vous rendez compte qu'en fait que c'était pas du tout ce qu'on nous a raconté pendant des décennies. Et j'en reviens toujours avec l'Est. L'Est, elle est à la recherche d'un grand récit.
Ce que fait Orban en Hongrie, c'est la construction d'un grand récit, héroïque quelque part, parce que eux ne sont pas du tout à ce stade de la déconstruction. En Pologne, c'est pareil. Et donc l'émergence d'un grand récit qui serait pan-européen est extrêmement complexe à construire. Et je pense que le seul moyen qui aurait éventuellement la possibilité de le faire, c'est justement par la culture européenne. Parce que vous avez une culture européenne qui, depuis les Grecs, quelque part transcende les frontières et qui, pour le coup, est positive, même si elle a eu des conséquences très négatives. Mais quand même, cette culture européenne, elle est fondamentalement, elle est à la fois brillante et unique en son genre. Donc l'histoire politique de l'Europe est très complexe, elle est plutôt sombre, mais l'histoire culturelle serait beaucoup plus intéressante. Ça, ce sont des pistes, mais cette question de la déconstruction est quelque chose qui, moi, m'intéresse énormément et qui, je pense, est une des choses qui divise l'Europe à la fois géographiquement entre les pays, mais aussi à l'intérieur de toutes les sociétés, on le voit bien. Cette absence de récit, c'est peut-être aussi ce qui permet aux extrêmes d'arriver, de proposer à une population en mal, justement, d'identité, ce grand récit qui va leur redonner des repères. Parce que ce qui est souvent reproché à l'Europe, c'est une forme aussi d'opacité. Les gens ne comprennent pas très bien, ont l'impression d'être dépossédés de quelque chose, alors qu'en fait, l'Europe est quelque chose qui est censé leur appartenir. Et finalement, quand quelqu'un arrive en leur disant « mais rappelez-vous vos racines, moi je vais vous dire qui vous êtes, vous avez été des conquérants ». La Turquie fait ça très bien. Erdogan aussi raconte un grand récit à son peuple. Et en fait, les gens sont très preneurs de ça. Donc c'est peut-être aussi là la faille, c'est-à-dire que sous prétexte de ne pas admettre nos propres fautes, on se dépossède aussi de ce qu'on a de positif, d'une certaine façon. Depuis 30-40 ans, pour les Français qui sont dans cette salle ou ceux qui ont vu ce film, je donne souvent cet exemple. Prenez le film de Raymond Depardon sur la campagne de Giscard d'Estaing en 1974. Le pays que Depardon nous montre a totalement disparu. Je donne cet exemple-là parce qu'en fait, les gens aujourd'hui sont incroyablement angoissés par ces changements qui ont eu lieu à une vitesse vertigineuse depuis 30-40 ans. Ce sont des changements économiques, ce sont des changements démographiques, des changements migratoires, des changements climatiques. C'est-à-dire l'univers relativement stable dans lequel ils vivaient a quasiment disparu. En tout cas, ils ont le sentiment qu'il est totalement menacé. Donc les gens sont anxieux. Quand vous êtes anxieux, vous avez envie, évidemment, d'être réconforté. Besoin qu'on vous raconte une histoire qui va vous détendre d'une certaine manière. En tout cas, qui va donner au moins un début d'explication à tout ça. L'État, aujourd'hui, en tout cas tel qu'il s'est construit, est globalement totalement dépassé sur toutes ces questions, puisque ça se joue à un niveau macro qui dépasse chaque État-nation. L'Europe, qui est à l'étage au-dessus, et qui pour le coup aurait des moyens beaucoup plus importants de peser sur toutes ces questions-là, soit n'a pas les compétences pour le faire, soit refuse de le faire, et surtout ne raconte rien. J'ai donné l'exemple des billets en euros. Hier soir, j'étais à Bruxelles. Baladez-vous dans le quartier européen. Quel sentiment vous avez lorsqu'on se balade dans le quartier européen à Bruxelles? Mais nul, vide, c'est formel, il n'y a rien, il n'y a aucune émotion. Et la Commission européenne, ce n'est pas son métier. Personne, en fait, ne raconte ou donnerait des explications ou quelque chose qui pourrait rassurer les gens. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la nature a horreur du vide. Donc il y a plein de gens qui sont apparus en Europe depuis 10-15 ans et qui remplissent ce vide. Parce que les gens sont angoissés, parce qu'en plus à l'Est, si on prend le cas de l'Est, les populations diminuent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis et il y a une natalité très faible. C'est vraiment ce que j'appelle le complexe magyar, c'est-à-dire que les Hongrois ont une langue quasi unique, civilisation très particulière, et ils ont littéralement le sentiment d'être voués à la disparition, sauf si on intervient, si on ferme, justement, pour enrayer quelque part cette idée ou dissiper la peur de la disparition. Et toutes ces questions ont été avivées, évidemment, par l'arrivée des migrants en 2015, la décision allemande. Mais au départ, cette décision qui scinde l'Europe en deux, on retrouve en gros la frontière, mais même de la RDA, puisque finalement, je pense qu'il ne faut pas prendre l'ancienne RDA pour l'Est de l'Allemagne, mais plutôt comme l'Ouest de l'Europe centrale et orientale, encore aujourd'hui, d'une certaine, on le voit bien dans le vote, dans les réactions. Donc au départ, ce qui fait réapparaître
très fortement, très fermement, très ouvertement à nouveau cette frontière, aujourd'hui scinde toutes les sociétés européennes, à l'ouest également. Et elle est là la question du grand récit. Puisque le grand récit national a été déconstruit parce qu'on a commencé à travailler l'histoire avec ce devoir de mémoire, j'aime pas le terme de devoir, mais ce travail de mémoire qui était indispensable à montrer les failles des histoires. Et comme il n'y en a pas un supranational de récit qui aurait pu finalement donner envie d'autre chose, de raconter autre chose, de rassurer, vous avez l'émergence de tous ces contre-récits qui, eux, sont ceux de la fermeture. Alors, pour revenir à la culture, je ne sais pas si ma question est idéaliste ou romantique, mais est-ce que vous pensez, vous qui êtes écrivain, que la littérature a un rôle à jouer dans l'unification culturelle? Et peut-être ne pas fermer ça uniquement sur la littérature, mais l'art en général. Mais évidemment, la littérature étant vecteur d'idées, de mots, c'est peut-être plus facile, d'une certaine façon, d'évoquer cette question. Alors déjà, quand même, malheureusement, la littérature a perdu sa centralité, on va dire, un petit peu dans les sociétés européennes. C'est marrant, je pensais à ça ce matin. J'étais dans cette merveilleuse librairie Tropisme à Bruxelles. Et je me souviens justement qu'au moment de la chute du mur, il y a 30 ans, combien tous ces intellectuels ont eu un rôle majeur, incarner quelque part une idée de l'Europe. Aujourd'hui, je pense que vous faites un sondage au niveau de l'Europe. Quel intellectuel, ne serait-ce que l'idée d'intellectuel européen qui existait à l'époque, aujourd'hui, combien sont-ils, je ne sais pas. Donc ça, c'est déjà une question. Il existe vraiment un milieu culturel européen. Quand je dis milieu culturel européen, je ne parle pas des créateurs, je parle de gens comme vous ce soir. Moi, je présente mes livres dans toute l'Europe depuis des années, en particulier depuis ces 2 dernières années. Au fond, je rencontre toujours à peu près les mêmes gens, qu'ils soient danois, français, italiens, espagnols. Cette population existe. Il y a vraiment des Européens, je ne sais pas comment les quantifier, je ne sais pas, 20%, mais c'est à peu près toujours les mêmes. Ce sont des gens qui généralement appartiennent aux classes moyennes supérieures, qui voyagent, qui ont eu un accès à une très bonne éducation, qui ont bien réussi, et qui en gros sont les gens qui achètent la littérature étrangère. Mais elle est en crise, la littérature étrangère, vous le savez mieux que moi. En tout cas en France. En France, oui, à l'étranger, je ne sais pas très bien, mais en France, c'est ce qu'on entend tout le temps. La littérature étrangère, il y a des titres incroyables qui sortent en permanence, il y a très peu de lecteurs. Donc ces gens-là existent. La littérature, elle est... évidemment, elle peut réunir, elle va faire, comment dire... Circuler les idées, peut-être. Elle fait circuler les idées. Après, il y a des problèmes de traduction. Après, il y a des problèmes de forum. Ici, c'est fantastique. C'est la première fois, j'avoue, je ne connaissais pas l'Institut il y a encore quelques mois avant cette invitation, mais que ce soit c'est une institution luxembourgo-franco-allemande, c'est merveilleux, c'est une vraie institution européenne. Mais il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire des agoras où des intellectuels européens pourraient se rencontrer. Regardez le marché du livre en France. Les grands salons en France, Nancy étant probablement le premier avec la foire de Brive par exemple, vous avez les auteurs français et en général vous avez les auteurs étrangers à part. Il y a très peu de salons de la littérature européenne pour des raisons de langue, pour des raisons de financement, pour des raisons de tout et n'importe quoi. Certains auteurs allemands marchent chez eux mais ils ne marchent pas en France, ils ne sont même pas traduits et c'est voilà, vous pouvez multiplier ça par tous les pays européens. Donc cette littérature européenne, je ne parle pas de la littérature de chaque pays qui circulerait éventuellement en Europe, cette littérature européenne, elle est très, 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 très rare. Donc ce ciment-là, mais parce qu'encore une fois, là aussi, il y a une réalité, c'est le marché du livre, il est national. Il n'est pas vraiment européen, le marché du livre. Donc c'est un moyen évidemment de propager, de faire circuler des idées, mais malheureusement, il est quand même très, très minoritaire. Il ne concerne pas beaucoup d'auteurs et pas assez de gens. Et puis, en même temps, on parle de la nécessité d'avoir une culture commune en Europe qui pourrait créer du lien et peut-être nous préserver aussi du pire dans l'avenir. Mais quand on lit, par exemple, Le Monde d'hier, journal d'un Européen de Stefan Zweig,
qui, je crois, qu'il a écrit un peu avant de mourir d'ailleurs. 41, vraiment, Voilà. c'est son dernier livre. Il parle déjà d'échec de la civilisation et c'est pas unique, sa réaction n'est pas uniquement politique. Il a la nostalgie d'une époque justement des cafés viennois, des échanges, des intellectuels, etc. Mais il déplore le fait que ça n'a pas suffi à enrayer le pire. Plus tard, Camus parle aussi de crise européenne qui s'inscrit plus généralement dans une crise de l'homme. Donc, est-ce que vraiment la culture est ce qui va nous aider à nous unifier ou à nous sauver des extrêmes et du pire? Si la culture sauvait qui que ce soit, ça se saurait depuis longtemps. Mengele est encore une fois l'exemple parfait d'un homme relativement cultivé qui commet les choses les plus terrifiantes. Et le nombre de nazis ou le nombre de commissaires politiques de Staline qui avaient une certaine culture, il y en a beaucoup. Donc évidemment, culture ne veut pas dire, n'est pas égal à une bonne âme ou... Unité. Exactement. Donc ça ne peut pas être aussi simple. Je pense que la culture peut unir. Et dans l'union, il y a quand même quelque chose qui apaise les tensions, logiquement. Après, individuellement, ça ne changera absolument rien. Ça, c'est certain. Et qui ouvre peut-être la porte à la possibilité d'un vrai débat, d'un vrai dialogue. Non, mais pour en revenir à Zweig, en Europe, notamment à l'époque de... Bon, en plus, il écrit ça en 41, donc 41 étant probablement la pire année. Les armées d'Hitler sont partout. On se demande s'il va conquérir la Grande-Bretagne. L'Union soviétique, le tiers est envahi. Donc là, on se dit, c'est vraiment la fin de l'Europe. Donc il y a le contexte, bien évidemment. Et puis, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'en Europe, parallèlement à la Vienne merveilleuse de Zweig, des cafés, de la psychanalyse, de la peinture, de toute la modernité qui est inventée à Vienne et partout en Europe, donc avant 14, il y a une culture de la destruction qui est très très forte et qui quelque part va l'emporter après le choc de 14-18 sur cette culture, appelons ça des Lumières ou de l'ouverture ou de la modernité. L'Europe a toujours porté en son sein cette double culture. Et Zweig le ressent. Et dans la Vienne de sa jeunesse, vous avez à la fois donc, cette ouverture incroyable, cette invention de la modernité, et en parallèle, vous avez un maire ultra antisémite, vous avez des violences, vous avez des tensions entre nationalités. Et 14, quelque part, va ouvrir la porte à toute cette violence que porte l'Europe depuis toujours, d'une certaine manière. Donc il y a... La culture, évidemment, ne résoudra certainement pas tout, mais s'il y en avait un peu plus entre nous, je pense que ça ne pourrait pas nous faire du mal. Ça ne pourrait pas faire de mal. Vous avez un projet, je crois, d'une académie européenne, c'est bien ça? Oui, je veux faire concurrence à l'Institut Pierre Werner. Ça va être difficile, j'en conviens. Vous pouvez nous en dire un petit peu? Quand j'étais à Berlin, je fréquentais assez régulièrement l'Académie américaine, American Academy, qui est une institution très intéressante, qui est sise dans un bâtiment, enfin d'une très belle maison qui appartenait à une famille juive avant-guerre, sur le lac de Wannsee, et qui a été transformée en une espèce de villa Médicis pour des artistes américains, notamment des historiens, des écrivains, financés avec des fonds privés. Et je trouve qu'il manque justement une espèce de villa, mais qui ne serait pas Médicis où on n'accueillerait que des Français, une villa européenne où des créateurs d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, de disciplines différentes, se croiseraient, vivraient ensemble pour faire... Moi, c'est toujours cette idée de l'espace public européen qui n'existe pas. Je suis fasciné. Quand vous regardez la météo en France, vous n'avez aucune idée du temps qu'il fait en Allemagne, en Espagne, en Italie. Vraiment, il y a des frontières hyper opaques. Lorsqu'on est à Thionville, on ne peut pas savoir le temps qu'il fait à Luxembourg. C'est impossible. Et tout est comme ça. Donc, ça, c'est une idée parmi tant d'autres. Mais une espèce de projet embryonnaire pour justement, au moins justement, que ces rencontres aient lieu. Vous parliez de Zweig à l'époque. Il y avait beaucoup plus de rencontres. Parce qu'il y avait ces grands empires aussi. Moi, le héros de mon premier roman, Jacques Koskas, c'est un détraqué sexuel qui veut restaurer l'Empire austro-hongrois. Et parce que l'Empire austro-hongrois a sans doute été la civilisation qui a le
porter au plus haut l'idée d'idées européennes quelque part. Mais parce qu'il n'avait pas le choix. D'Europe culturelle. Et d'Europe culturelle. C'est Magritte, l'écrivain italien, qui a cette phrase extraordinaire, puisque lui, il a toute son œuvre et cette idée, une forme de nostalgie, puisqu'il vient de Trieste, qui appartenait aussi à l'Empire. Lui, il a écrit que dans 2000 ans, comme nous, on comprend qu'il y a eu un espace gréco-romain, avec des ruines finalement le long de tout le bassin méditerranéen, et ben on comprendrait qu'il y a eu un moment dans l'histoire, une civilisation centre-européenne, parce que vous avez le même genre de bâtiments dans l'ouest de l'Ukraine, comme dans le nord de l'Italie, comme en Allemagne et comme jusqu'au fin fond de la Roumanie. Donc c'est cette idée vraiment d'une civilisation pan-européenne qui a existé et qui malheureusement, enfin si c'est pour reproduire les bâtiments de la Commission, oui, il y en a partout, mais qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus. Et alors ce projet d'académie, vous l'avez mis en route, vous avez... Alors, ce projet d'académie est inclus dans le projet de rénovation de la gare du Nord à Paris. Donc il a été... Donc à la croisée des chemins. À croisée des chemins, c'est le lieu où il y a le plus de passages européens aujourd'hui. Et donc il est question, mais là c'est un projet d'immense envergure dont évidemment je ne m'occupe pas, en tout cas évidemment de la rénovation de la gare du Nord. Tant mieux pour la gare du Nord. Et donc, elle a fait partie du projet qui a remporté l'appel d'offres pour la rénovation de la gare du Nord. Mais moi, j'imaginais plutôt ça, j'avoue, dans un palais à Trieste ou à Nice ou à Strasbourg, que dans un bâtiment que j'imagine ne sera pas incroyablement sexy à la gare du Nord. Mais bon, j'en avais parlé à plusieurs personnes. Ce sont les seuls qui m'ont dit Banco, on va essayer. En tout cas, on va l'inclure dans ce projet. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis, quand même, cette idée de circulation a quelque chose de très attrayant. C'est-à-dire se dire oui, bien sûr, c'est un vrai nœud. C'est un vrai nœud européen. Il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que vous avez des questions ? Il se trouve que j'étais à Berlin et témoin effectivement de la guerre froide, puisque j'étais à Berlin entre 1981 et 1985. Et vous avez commencé à parler de l'odeur. Cette odeur de lignite. J'aurais même pu dire, en plus de l'odeur, la couleur, parce qu'on avait, pour ceux qui connaissent Berlin, il y avait des escaliers avec des échafaudages, on montait et on regardait de l'autre côté du mur. Non seulement et cette odeur prégnante, notamment en hiver, ça passait, c'était vraiment très fort, mais en plus on avait la couleur, l'espèce de couleur blafarde, les réverbères étaient pâles. Je vous interromps juste, est-ce que vous êtes allé à Berlin récemment, est-ce que vous vous rendez compte que cette odeur existe encore dans le métro à l'Est ? Oui, absolument. C'est incroyable. J'allais vous le dire. J'allais vous poser cette question-là, justement. Et donc, cette couleur, cette odeur, et cette couleur, qui est une odeur couleur blafarde des bâtiments qui étaient marron, c'est la même couleur que la lignite également. Et ce que je voulais vous poser comme question, c'est que vous avez vécu donc à Berlin plusieurs années après la réunification. Comment vous avez ressenti, c'est une histoire de non seulement d'odeur, mais aussi cette réunification. Vous avez vécu à Prenzlauer Berg. Il se trouve que mon fils vit à Prenzlauer Berg. Il est né à Berlin, il est là-bas. Et quand j'y vais, je sens encore cette tension qui est entre les gens. Comment vous la sentez, cette réunification, 10 ans, 20 ans plus tard ? Alors, je veux dire, moi, quand je suis arrivé là-bas, ça m'a totalement fasciné, ces rapports entre l'Est et l'Ouest de Berlin comme de l'Allemagne. C'est, quelque part, Berlin est un microcosme des tensions Est-Ouest allemandes. Les gens de ma génération, mes amis allemands nés à l'Ouest, étaient, vraiment, je pèse mes mots, dégoûtés par l'idée de l'Est. Je vais vous donner quelques exemples. Vous savez qu'autour de Berlin, il y a des lacs magnifiques. Donc, ils acceptaient d'aller dans ces lacs magnifiques. Mais par contre, l'idée de prendre un café dans une espèce d'auberge encore est-allemande, on est en 2005-2006, mais c'était impossible. C'était impossible. Il y a vraiment eu une scission gigantesque, mais pour des tas de raisons, je pense. Toutes les générations d'après-guerre, nées en Allemagne de l'Ouest, ils se sont tous inventés un parrain occidental. Alors, certains regardaient vers les États-Unis, certains vers l'Angleterre, certains vers la France, certains vers l'Italie. Mais en gros, l'Est les ramenait aux pires turpitudes de l'histoire allemande. Donc, quelque part, ils ont fait complètement une croix sur l'Est. Ça, c'est l'Ouest. À l'Est, la RDA, quelque part, ressemblait énormément à la vieille Allemagne. Il y avait ses odeurs, il y avait ses couleurs,
Il y avait les uniformes de l'armée est-allemande, il y avait le pas de loi, il y avait la cuisine qui était totalement allemande. Je veux dire, à l'Ouest, on commence à manger d'abord cette fascination pour l'Italie dans les années 50-60, puis on va manger la cuisine chinoise, puis en gros, on s'ouvre en Allemagne de l'Ouest. On se raconte une nouvelle histoire. À l'Est, d'abord, on est coincé, il y a un mur, il y a une frontière, et c'est la vieille Allemagne, c'est la Saxe, c'est la Poméranie, c'est la Prusse. Et eux ont donc non seulement une autre éducation politique, mais en plus, ils ont une autre vie quotidienne, au-delà de ce que leur impose le régime. Troisièmement, il y a le rapport à la mémoire, qui joue un rôle fondamental, je pense encore aujourd'hui. En gros, en Allemagne de l'Est, on leur a dit, les nazis sont à l'Ouest. Vous êtes des antifascistes. L'Allemagne de l'Est est un régime socialiste, communiste, donc antifasciste. Donc vous n'avez rien à vous reprocher. Il n'y a jamais eu de travail de mémoire en Allemagne de l'Est. Non seulement il n'y a jamais eu de travail de mémoire en Allemagne de l'Est, mais la RDA était le pays le plus violemment opposé à Israël à partir de 1967. Ils ont même ressorti des anciens propagandistes de l'Allemagne nazie pour faire la propagande antisioniste à partir de 1967. Lorsque vous alliez dans les camps de concentration qui étaient en Allemagne, en ex-Allemagne de l'Est, c'était toujours les victimes étaient les antifascistes. Mais le mot de juif n'était quasiment pas prononcé, jamais. Parmi les sous-groupes dont on a parlé, il y avait aussi un sous-groupe, une toute petite minorité juive que j'ai rencontrée quand j'ai écrit l'Impossible Retour il y a une dizaine d'années. Donc il y avait une scission gigantesque. Et côté Est, j'avais aussi quelques amis originaires de l'Est. Il y avait un grand complexe. Il y avait un grand complexe parce que d'abord, beaucoup d'Allemands de l'Est se sont rendus compte que leurs parents avaient été impliqués dans ce régime policier délirant qu'était l'Allemagne de l'Est. Ou alors ils avaient profité, c'est un gros mot, profité peu de ce régime. Enfin, ils étaient dans les petits papiers du régime. Donc, quelque part, ce qui avait eu lieu à l'Ouest, c'est la révolte des enfants contre les parents dans les années 60. Je ne dirais pas qu'il y a eu une révolte en Allemagne de l'Est, mais il y avait une fracture là aussi au sein des familles. Donc à l'époque, moi j'ai ressenti, d'abord je l'ai ressenti, puis après j'ai lu, ça m'intéressait énormément. Mais aujourd'hui, ces fractures, elles existent toujours. C'est fascinant, quelque part. Puis après, tout le processus de réunification, ou plutôt d'annexion pour les Allemands de l'Est. Et puis là aussi, il y a ce dont on parlait tout à l'heure pour l'ensemble de l'Europe centrale et orientale, il y a cette quête identitaire, quelque part, qui avait été... une identité avait été imposée par au-dessus, mais même pas par un gouvernement local, par une puissance étrangère sise à des milliers de kilomètres. Moi, bonsoir. J'ai une question à la fois pour l'écrivain, l'Européen et le pilote de la future Académie européenne. Je voulais savoir si, d'après vous, il est possible de passer du grand récit au singulier à un récit choral. C'est-à-dire, est-ce que l'objet de l'Académie en question pourrait être sur la base du savoir-faire littéraire, de mettre en mots un récit choral et de pouvoir communiquer ce récit choral au peuple et aux dirigeants et aux décideurs de l'Europe. Est-ce que cette construction d'un récit choral vous semble faisable et communicable? Alors moi j'adore les récits chorales. Et de toute façon, si un jour il y a un récit européen, il ne pourra être que choral, puisqu'il ne va pas être imposé par je ne sais quel centre pour les provinces qui composeraient cet éventuel ensemble européen. Donc il ne pourrait y avoir qu'une contribution slovène et une contribution grecque et une contribution danoise, etc. etc. Donc ça ne peut être que la seule solution, d'une certaine manière. Après, qui pourrait le faire? C'est une excellente question. Mais au fond, je pense que ça pourrait être fait si quelqu'un un jour avait vraiment l'idée et les moyens d'en parler à un certain nombre d'entre nous, d'écrivains européens. Je pense qu'on serait même ravis, en fait, mais qui ne serait pas un livre d'histoire, qui serait un récit, ce qui serait encore autre chose. Et le troisième point, comment le propager, entre guillemets? Je ne sais pas, tant que les pouvoirs publics, à mon avis, ne mettront pas en place
un programme d'éducation civique ou d'histoire culturelle européen, mais pour le coup qui serait le même du nord de la Finlande au sud du Portugal, il n'y aura jamais vraiment d'Européens. Alors il y a une petite élite, quand je dis petite élite, je parle d'un petit nombre, même s'il est loin d'être négligeable, passé par Erasmus, mais c'est déjà un certain niveau. Mais sinon, il n'y a pas de matrice européenne. Juste l'expérience pilote existe, je suis instituteur à l'école européenne, et pour le coup, il manque clairement cette contribution qui serait la vôtre pour que ce récit choral puisse être véhiculé par des enseignants de différents niveaux. Et pour le coup, les tentatives et les essais même maladroits, ils existent depuis 60 ans. Ici. Absolument, oui, j'en ai bien conscience. J'ai pas l'impression de vouloir révolutionner comme si tout ça n'existait pas, mais il manque quelque chose qui aurait une plus grande ampleur, je pense. Et il manque aussi, les médias ont un rôle très important. J'ai donné ces exemples stupides de la météo, mais je sais pas, moi, Thomas Mann, il a une vie incroyable, Simone Veil a une vie incroyable, Jean Monnet, il a une vie incroyable, Léonard de Vinci, il a une vie incroyable. Pourquoi il n'y a pas de série, finalement, sur ces grands Européens? C'est bizarre, quand même. Pourquoi, par exemple, en France, vous avez une revue qui s'appelle America, qui va scruter l'Amérique de Trump, c'est très intéressant. Il y a une revue qui s'appelle Zadig, qui va scruter la France d'aujourd'hui, mais il n'y a pas de revue Europa. Et j'en ai parlé à Eric Fotorino il y a quelques mois. J'ai dit, mais il n'y a pas de revue Europa. Je pense que l'Europe d'aujourd'hui est largement aussi intéressante que l'Amérique de Donald Trump. On pourrait aussi envoyer les meilleurs écrivains européens qui nous raconteraient, je ne sais pas, moi, une histoire sur la Pologne, une histoire sur la Suède et une histoire sur la Sicile. Et ça n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il a rétorqué, Eric Fotorino? C'était intéressant, mais il ne sait pas. Il faut que je le revoie. Mais enfin, moi, je suis écrivain. Mon métier, c'est pas de créer des journaux. Cette académie, elle m'occupe un tout petit peu, mais enfin, c'est pas mon quotidien. Et le jour où ça devient mon quotidien, eh ben, je le passerai à quelqu'un d'autre parce que c'est pas mon métier. Mais je suis sûr qu'il y aurait plein d'écrivains européens qui seraient ravis de collaborer à une revue Europa, qui pourrait recevoir des fonds, j'imagine, de la Commission européenne pour justement être traduite et sortir dans les 5-6 grandes langues d'Europe. Donc il y a des choses à faire, évidemment. Une autre question, peut-être? Non? Alors, juste une dernière chose, puisque j'ai évoqué Zweig, qui est très cher à mon cœur, donc je vais un petit peu insister, si vous le permettez, peut-être lui donner presque le mot de la fin, que je vous laisserai quand même malgré tout. Le 4 juillet 1936, dans une conférence intitulée « La désintoxication morale de l'Europe », il parlait de l'esprit européen et disait que cet esprit européen existe sans aucun doute, mais il est encore à l'état latent. Nous avons de cela la même certitude que l'astronome qui voit apparaître dans sa lunette un astre dont ses calculs lui ont révélé l'existence. Bien que l'esprit européen ne se soit pas encore manifesté, nous savons avec une certitude mathématique qu'il existe. C'était il y a 85 ans. Est-ce que malgré tout, 85 ans après, vous continuez de penser comme lui, que cet esprit européen existe et qu'en fait, c'est à nous d'aller le chercher? Bien évidemment. Non, mais sinon, je partirai en Uruguay parce que j'aime beaucoup l'Amérique du Sud aussi et c'est sympathique l'Uruguay. Donc j'y crois bien évidemment et je pense que quand on a eu 15 ans à la chute du Mur, qu'on a été bouleversé par l'événement, c'est l'histoire de ma génération, je pense. Donc on serait fou d'abandonner ça. Après Zweig, moi j'adore Zweig comme vous. Mais Zweig, c'est à la fois le meilleur exemple et le contre-exemple absolu. Parce qu'il vient d'une très grande famille, parce que c'était un écrivain immense, qu'il a fait preuve aussi d'une certaine naïveté politique à une époque. C'est un vrai idéaliste. Et Zweig, vraiment, ne représente que lui-même, ou presque. Donc à la fois, c'est un super exemple, et de l'autre, il est incomparable, Zweig. Quand il finance ses amis Musil ou Roth qui crèvent de faim ou qui sombrent dans la boisson tellement ils sont désespérés, il est magnifique. Mais Zweig, c'est une étoile. Il parle d'étoile et c'est une forme d'étoile. Donc à la fois, il faut se raccrocher à des personnages comme Zweig et de l'autre, il faut absolument élargir le spectre des Zweigiens ou des gens qui peuvent se retrouver dans cette idée-là. Parce que sinon... pas finir à Persépolis comme lui, mais sinon on ira de déconvenu en déconvenu. Oui, non, ça peut pas suffire en tout cas de se rassurer avec Stefan Zweig.
Merci beaucoup, Olivier. Je ne saurais trop vous inciter à lire, si vous ne l'avez pas déjà fait, La disparition de Joseph Mengele, qu'on a évoqué tout à l'heure, de lire bien évidemment La chute du mur, qu'on a évoqué également, et puis le nombreux de vos essais. Merci infiniment pour cet échange, et puis merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.